Ouais, vas-y, vas-y. Je prends vraiment des risques pour vous. Désolé. Faut ralentir par contre, mec. Hein. Alors je suis avec une camarade de la CGT Éducation. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Quelles sont les revendications de votre syndicat? Les revendications sont assez claires quand même. Hein. On s'en prend à la fonction publique, soi-disant qu'on est des feignants, qu'on ne travaille pas assez, qu'on a trop d'arrêts maladie, alors que les statistiques et les données démontrent le contraire par rapport au privé. Hein. On n'est pas plus absent que dans le privé. Et donc là, on s'attaque à nos droits, nos acquis, notamment les jours de carence, de passer de 1 à 3 jours de carence. Par rapport aussi aux arrêts maladie, passer à 90% au lieu de 100% des indemnités. Donc effectivement, quoi, on essaye à chaque fois de nous saigner de plus en plus. Et puis de s'en prendre à nos droits, nos acquis. Je suis avec un syndiqué Sud. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la journée de mobilisation? Quelles sont les revendications? Voilà, cette journée de mobilisation, c'est encore une fois contre les attaques contre la fonction publique en général, et là c'est contre les fonctionnaires. Hein. C'est le projet du gouvernement qui est tombé, mais les projets sont là. Donc les 3 jours de carence, les 10% de suppression de paye quand on est en maladie. Encore une fois, une attaque sur le statut des fonctionnaires. Hein. Les fonctionnaires, tous des feignants, donc ça continue. Et derrière les fonctionnaires, c'est bien sûr les services publics qu'on attaque. Cette rhétorique, elle est au service d'une politique plus globale qui est menée depuis plusieurs décennies, qui est une politique néolibérale. Macron, il incarne ça de manière paroxystique. Donc c'est stigmatisant et instrumentalisé. Vous êtes instrumentalisé régulièrement en tant que fonctionnaire. Carrément, je suis tout à fait d'accord avec vous. On est instrumentalisé. On est toujours des victimes effectivement d'un libéralisme, d'un capitalisme qui est à outrance. Enfin, c'est quand même assez... assez choquant, quoi. Voilà, qu'on s'en prenne effectivement déjà à des métiers qui sont déjà en souffrance. On est déjà en souffrance dans l'éducation nationale, il n'y a pas les moyens, il y a des coupes budgétaires. Est-ce qu'on peut faire un rappel basique? Pourquoi c'est important d'avoir une fonction publique? La fonction publique, c'est quand même important. Autant nous, l'éducation nationale, les hôpitaux, la santé, c'est quand même des structures, des entités qui tiennent une nation, et s'en prendre justement à ces corps de métier, c'est quand même l'essence même d'une nation, d'une démocratie. Et voilà quoi, donc on regarde les hôpitaux, il y a moins de lits, le personnel est en souffrance, l'éducation nationale c'est la même chose. Donc voilà quoi, c'est vraiment des structures qui sont même l'essence d'un pays, d'une nation et d'une démocratie. Puis c'est aussi sortir des logiques marchandes, capitalistes. Oui, complètement, puisque nous on n'est pas rentable. On ne fait pas de profit, on ne fait pas du management, on ramène pas du pognon. Combien hier on a eu la censure du gouvernement Barnier. Alors on en parlait en privé là il y a 2 secondes. Les syndicats font pas de politique, tout ça. La charte d'Amiens, nanani, nanana. Bon, comment Sud peut se positionner dans la séquence actuelle qui est très particulière? Le jeu institutionnel montre ses limites. On a une force qui était le nouveau Front Populaire, qui a fini en tête et qui aurait dû être nommé. Mais la nature de la démocratie libérale étant ce qu'elle est, à savoir aux mains de la bourgeoisie, ils nous ont pas donné le pouvoir. Non. Comme par hasard. Sud, elle va pas refaire les élections. Hein, donc les syndicats, là, aux dernières élections législatives, sont quand même, s'ils ne sont pas positionnés pour un parti, ils ont bien expliqué pour qui il fallait surtout pas voter. Et les 2 partis pour qui il fallait sûrement pas voter, c'est eux qui mènent la danse pour l'instant, malheureusement, même s'ils sont les 2 minoritaires, c'est-à-dire l'extrême droite, et la droite, très proche, qui se rapproche de plus en plus de l'extrême droite avec la Macronie qui vont derrière, qui défendent les intérêts de la bourgeoisie. Je veux dire, le fait de taxer les riches ou de taxer les entreprises dans ce moment de budget difficile, c'était vraiment la ligne rouge absolue qui a fait que tout le monde s'est réfugié dans les bras de l'extrême droite en espérant que leur budget passe. Voilà, on va voir la suite, mais ça m'étonnerait qu'ils demandent à la NFP de faire un gouvernement. Nous, face à ça, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à rester dans nos boîtes, à défendre ce qu'on a à défendre sur nos statuts, sur le statut des travailleurs, et dans le cas de la fonction publique, défendre le service aussi, au-delà du service, défendre qu'est-ce qu'on est, un État avec des citoyens, avec de l'égalité et avec de la liberté, quoi. Mais du coup, hier, il y a quand même une grosse nouvelle qui est tombée, c'est la censure du gouvernement Barnier. Comment vous avez pris ça?
C'est quand même un soulagement. Ouais. Quelque part, voilà quoi, un gouvernement qui est illégitime. On nous a quand même volé des élections. Les votes des Français n'ont pas été entendus. Oui, vous parlez du nouveau Front Populaire qui a fini en tête. Voilà, tout à fait quoi. Donc du coup, voilà, on ose parler encore de démocratie en France avec justement ce genre de pratiques et ce genre de ce qu'on nous impose. Donc le peuple est quand même s'est exprimé, on ne l'a pas entendu. Et donc effectivement, bien sûr, il y a de la colère, il y a de l'agacement, il y a un mépris aussi par rapport à ce peuple qui s'exprime et qu'on ne respecte pas. Alors si on revient un peu sur l'historique de Sud, est-ce que vous souscrivez à la charte d'Amiens? La plupart des syndicats y souscrivent, il me semble. Oui, bien sûr, on est souscrit. Ouais. Oui. Mais il y a une dimension, historiquement, dans la charte d'Amiens, il y a une dimension fondamentalement révolutionnaire. On en fait quoi de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il faut peut-être pas un peu arrêter de dire les syndicats sont pas politiques, font pas de politique? Est-ce qu'il ne faut pas un peu regagner en conscience de classe et en perspective révolutionnaire? Cette question s'est posée là aux dernières législatives. Et effectivement, la question de la charte d'Amiens, c'est une question qu'on va remettre, en tous les cas chez Sud, on va remettre ça dans les congrès, et dans les assemblées générales qui vont arriver. Quoi. Parce que là, la France insoumise, le Parti communiste, enfin peu importe, la gauche institutionnelle, ils peuvent pas tout au bout d'un moment. Quoi. La preuve, on vient de l'évoquer. On a besoin que les travailleurs aussi, sur le lieu de travail, occupent le terrain, engagent un rapport de force. Et du coup, si la classe dirigeante ne respecte pas le choix démocratique du peuple, des Français, qu'est-ce qui nous reste comme solution pratique? Quelle place peuvent occuper les syndicats dans ce rapport de force? Parce que là, on voit bien que la FI, tout ça, le nouveau Front Populaire, le jeu institutionnel réformiste, ça a un peu ses limites. Les syndicats, ils ont encore leur place. La preuve aujourd'hui, ils sont dans la rue, ils manifestent, ils revendiquent. Et je pense que les syndicats ont leur poids dans la démocratie. Ils sont là, ils sont toujours présents. Même si certains disent que voilà, les syndicats aujourd'hui leur rôle n'ont plus la même portée qu'il y a quelques décennies, mais je trouve qu'au contraire, non. L'expression du peuple aujourd'hui passe par les syndicats et les syndicats sont quand même pour nous une force qui permettent justement de soulever le mécontentement, de manifester dans la rue, de dire non, on n'est pas d'accord avec ce gouvernement, avec ce président, avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau gouvernement et politique. Et on est là. La force des syndicats, pour moi, elle est toujours omniprésente et elle le sera. Et heureusement que les syndicats sont là. Je suis avec un jeune insoumis. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi la France insoumise est présente sur cette mobilisation qui est à l'initiative des syndicats surtout? On vient bien sûr soutenir les revendications qui sont tout à fait nécessaires des syndicats. Et surtout préserver la fonction publique et garantir toujours plus des services publics qui fonctionnent pour les gens. Et la démission du gouvernement hier soir. Justement, j'allais y venir. Voilà, comment tu as pris ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Comment tu prends le fait que le Rassemblement national ait participé du coup à cette censure du gouvernement? Est-ce qu'on assume ça ou pas? Vu qu'on n'a pas travaillé avec eux et qu'ils ont juste voté le texte, on peut assumer. Par contre, ce que ça révèle, c'est qu'ils ne pouvaient plus tenir la position qu'ils avaient, c'est-à-dire d'être les laquais du gouvernement. Leurs électeurs commençaient à le ressentir et j'imagine qu'ils se sont fait reprendre eux par leurs électeurs. C'est pour ça qu'ils votent une censure et que d'un coup ils ont forcé le ton. Et est-ce qu'il ne faudrait pas que les syndicats soient plus offensifs? Est-ce que les syndicats actuellement, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le syndicalisme en général qui est très mou, qui est dans un accompagnement, qui est dans le dialogue social, etc. Oui, c'est vrai nostalgique un peu d'une période où les syndicats étaient plus offensifs, où il y avait une certaine bataille des syndicats. On regarde effectivement le cheminement de tout ce qu'ils ont pu apporter dans le passé. Donc effectivement, peut-être aujourd'hui, oui, c'est peut-être à réfléchir, à revoir. Déjà, au niveau des syndicats, s'ils pouvaient être alignés sur une même lancée et avoir les mêmes approches dans les mêmes combats, peut-être que ce serait déjà un début. Mais je reste quand même optimiste au niveau des syndicats. On est là. Dans tous les cas, on a besoin des syndicats. Ça, on est d'accord là-dessus. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé là depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que le Rassemblement national, pris par ses contradictions, a commencé alors surtout là avec les procès de Le Pen, je pense qu'effectivement il y a eu une perte de confiance de leur base électorale. Et peut-être que là ils ont voulu aussi marquer un gros coup symbolique. Mais alors ce qui fait peur, moi je sais pas ce que t'en penses, mais Michel Barnier était déjà bien à droite, il incarne l'aile droite des Républicains. Le RN trouve que c'est insuffisant, censure.
Comment Macron va négocier la situation? Est-ce qu'on va se retrouver avec un Premier ministre encore plus à droite? C'est assez inquiétant parce que le RN tient par les couilles tout le pays là. Ça, c'est un constat que je partage. Et la crainte qu'on a, c'est que Michel Barnier, on savait à peu près jusqu'où il pouvait aller dans l'exaction. Par contre, si on se retrouve avec un Retailleau Premier ministre, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, sachant qu'il est vraiment élevé dans l'extrême droite, ce gars. Et donc, toi, comment tu vois la séquence à suivre? Comment on se mobilise en tant que militant de gauche? Nous, ce que je pense qu'il faut porter, c'est d'aller sur la responsabilité de la situation, qui n'est pas d'un Premier ministre qui sera toujours plus à droite, mais d'un président qui s'est droitisé et qui maintenant on flirte avec le fascisme de façon assez forte quand même. Ouais. Et du coup, nous, ce qu'on a comme revendication, c'est de demander à la nomination d'un gouvernement de gauche et la démission de Macron en fait. Et même si on pouvait avoir la démission de Macron puis un président de gauche à l'après, ce serait encore mieux. Bon, je suis avec les camarades du PCR, anciennement TMI. Si vous pouvez présenter un peu cette évolution de votre orga en 2 minutes. Ouais, historiquement, du coup, on était Révolution, la section française de la tendance marxiste internationale. Et depuis 6 mois, à l'échelle internationale, on a fondé notre internationale communiste révolutionnaire. Et en France, on vient de fonder notre parti communiste révolutionnaire. Notre but, en fait, c'est d'organiser tous ceux qui pensent que la révolution, c'est une nécessité et de s'organiser autour des idées du communisme et surtout de son programme. Ouais, parce que vous n'aviez pas un parti et là, maintenant, vous êtes en train de construire ça. C'est une info quand même importante. Dans la séquence actuelle, hier, on a eu une grosse nouvelle qui est tombée, la censure du gouvernement Barnier. Bon, moi, j'ai interviewé un peu les partis réformistes, les syndicats, qui sont un peu mous là sur la séquence quand même, globalement. Quelle est votre analyse de la situation, le diagnostic? Le premier élément à souligner, c'est que cette journée de mobilisation, là, certes, elle a été appelée, décidée en amont, donc bien avant le calendrier de l'Assemblée nationale. Par contre, on ne peut pas nier le fait que la mobilisation d'aujourd'hui, elle se produit une poignée d'heures à peine après la motion de censure qui a frappé le gouvernement Barnier. Une sanction qui couvait de toute façon. L'Assemblée nationale n'avait aucune stabilité, aucune majorité. En fait, Macron et son gouvernement sont assis sur un volcan depuis le mois de juin dernier avec la dissolution de l'Assemblée nationale suite aux européennes. Là, on en récolte les fruits en ce moment. Comment dire, ça c'est la situation politique, donc telle qu'on peut la ressentir dans les institutions, mais du point de vue de la population, le constat il est le même. La majeure partie de la population en a plein le dos de Macron, de ses politiques réactionnaires, et cette instabilité, elle était aussi ressentie clairement dans la masse des jeunes et des travailleurs. Oui, je compléterai juste sur le fait qu'aujourd'hui, du coup, c'est clair que cette manifestation, elle rassemble les gens, notamment sur la défense de leurs conditions de vie et de travail, mais aussi pour la démission du gouvernement Macron et un vrai changement d'orientation politique. Et je pense qu'à tous ces gens-là, la seule perspective politique qui, à mon avis, est réaliste, c'est que peu importe en fait le gouvernement qu'on va avoir, que ce soit un gouvernement de droite ou d'extrême droite, déjà pour le battre, on aura besoin d'unir la classe ouvrière, pas juste sur une question de vote, mais vraiment dans des mobilisations d'ampleur en fait dirigées contre les politiciens bourgeois. Ça j'allais y venir si vous pouvez développer ça, parce qu'on voit bien dans la séquence actuelle que le jeu institutionnel réformiste, ça a ses limites et que le gouvernement, la classe dirigeante se torche avec les règles de la démocratie. Voilà, on a gagné des élections mais ça n'a aucun effet concrètement. Les syndicats, globalement je trouve que ça peut être critiquable. Les journées d'appel, les journées d'action et tout, est-ce que c'est vraiment impactant ou pas? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut construire pour engager le rapport de force actuel là C'est vrai qu'aujourd'hui la mobilisation c'est ce qui concerne la fonction publique et les attaques contre les services publics, nos conditions de travail. Moi, je dis nos conditions de travail, moi je suis enseignant, donc effectivement ça nous concerne. Mais l'autre élément qu'on ne peut pas nier, c'est le plan social de la décennie en ce moment chez Auchan, chez Michelin. Que font les syndicats sur cette question là dans l'industrie, dans le privé? Moratoire sur les licenciements, appel au gouvernement, gna gna gna. Effectivement, ces méthodes de lutte, elles ont prouvé et elles continuent de prouver leur inefficacité. Pour nous, c'est une question d'ensemble, globalement, ce qui se passe dans le privé comme ce qui se passe dans le public. C'est les deux faces de la crise du capitalisme, des politiques qu'il faut appliquer pour que la bourgeoisie survivent un jour de plus au capitalisme en crise. J'en parlais avec les camarades, bien sûr. Au fait, au-delà des revendications de la journée d'aujourd'hui, ça touche beaucoup à la fonction publique. Plus largement, ce qu'il y a, c'est des politiques néolibérales qui sont menées depuis plusieurs décennies. Et plus globalement, le néolibéralisme est une nouvelle séquence historique du capitalisme, un réagencement qui est une réponse à une forme de crise. Voilà. Déjà, quand on tombe d'accord pour parler effectivement du capitalisme et de la crise profonde qu'on subit depuis 15 ans. Mais du coup, par contre, ce qui est vrai, c'est que tout ça, ça appelle des revendications
radicale. Nous, on souligne que Unité CGT, l'aile gauche de la CGT qui s'est cristallisée depuis les Gilets jaunes, en fait, elle va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'ils disent eux sur l'industrie ? Expropriation, nationalisation des entreprises qui licencient, sous le contrôle des travailleurs. Nous, on n'a rien d'autre à ajouter là-dessus. Et effectivement... Donc une CGT plus offensive, vous validez ça, quoi? Nous, on considère que c'est un pas qui va dans la bonne direction. Est-ce que ça correspond au programme, aux méthodes qu'on défendrait dans la CGT si on était à la place des camarades d'Unité CGT? Non, on a des désaccords, effectivement. On a des critiques à faire, on ne s'est pas caché d'ailleurs de les faire dans les pages de notre journal. Par contre, entre la ligne d'Olivier Matteux et de ses camarades et la ligne de Sophie Binet, oui, on considère qu'il y a une gauche et une droite. Olivier Matteux, il a ses limites, mais c'est vrai qu'il incarne un syndicalisme de combat, il incarne une aile gauche. Alors bon, il a des discours un peu complotistes des fois, voilà, bon, il y a eu des petites séquences, mais globalement, bon, c'est un camarade, force à lui, quoi. Pour le dire en quelques mots, pour nous, c'est l'aile gauche du réformisme dans le milieu syndical, de la même manière que la France Insoumise, c'est l'aile gauche du réformisme dans le monde politique. Ouais, et d'ailleurs, entre le programme d'Unité CGT et l'Avenir en commun, on peut être frappé de voir les points communs, quoi. Enfin, ça incarne fondamentalement les mêmes tendances dans la lutte des classes, dans le réformisme de gauche. Est-ce que vous êtes encore soutien critique de l'AFI? Là, comme vous constituez, vous organisez, faites émerger un parti maintenant. Peut-être qu'on n'en est plus là, comment vous vous positionnez? Parce que bon, moi personnellement, les gens le savent, je suis militant communiste, mais soutien critique de la France Insoumise, faute de reconstruire, on va dire, une orga communiste digne de ce nom en attendant. C'est pas suffisant, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Comment vous en êtes tout par rapport à tout ça? On apporte toujours en effet un soutien critique à l'AFI dans la mesure où, comme tu l'as dit, pour une partie encore importante de la classe ouvrière et de la jeunesse, ça reste le parti de gauche en fait le plus à même de battre la droite et l'extrême droite et d'apporter un programme vraiment progressiste. La seule chose, et là l'aspect où on est critique et qu'on soulève, c'est que la France Insoumise, si elle veut vraiment mettre en place son programme et même pour accéder en fait, pour avoir un gouvernement tenable, elle aurait besoin de s'appuyer en fait sur des mobilisations d'ampleur de la classe ouvrière et de la jeunesse. Ce que tu veux dire, oui, c'est que la France Insoumise, pour le moment, joue le performatif électoral sans construire une base de militants vraiment déter, formés, à l'avant-garde du mouvement ouvrier, et plus largement, enfin voilà, mais je pense que oui, effectivement, c'est un gros problème. L'AFI, c'est un mouvement gazeux, c'est pas un parti, et ça a ses limites dans la séquence actuelle. Juste pour préciser, en effet, critique aussi à l'égard de l'aspect du coup réformiste du programme de la France Insoumise, dans le sens où nous avons besoin d'apporter un programme révolutionnaire de rupture en fait avec ce système pour pouvoir apporter toutes les mesures progressistes qui sont contenues déjà en embryon dans le programme de l'AFI. En fait, voilà, pour résumer en quelques mots notre position sur l'attitude que devrait avoir la CGT et la France Insoumise, puisque c'est pour ça que tu nous as interrogés à la base. Quelle attitude devrait avoir les directions du mouvement ouvrier? Nous, on dit fondamentalement un programme social radical avec des mesures à la hauteur de la crise qu'on traverse. On peut penser, je ne sais pas, par exemple à l'indexation des salaires sur l'inflation, des choses comme ça, à l'échelle mobile des salaires. Toute une série de revendications sociales radicales qui vont se connecter aux larges couches de la jeunesse et de la classe ouvrière, y compris les gens qui ne manifestent pas encore, y compris les gens qui ne sont pas encore syndiqués, etc., mais qui attendent que ça pour se mobiliser, qui attendent qu'on leur parle le langage de la lutte des classes, qu'on mette en avant un programme qui mérite qu'on se batte pour lui. Il faut que la CGT, la France Insoumise, se mettent d'accord sur un programme comme ça, le popularise largement dans les facs, dans les quartiers populaires, dans les entreprises, etc. etc. Mais est-ce que tu es d'accord, juste, je te reprends sur un truc, mais la radicalité, est-ce qu'elle doit quand même ou pas s'adapter à un contexte? Est-ce que tout est audible? Tu vois, si demain on arrive avec des mots d'ordre type abolition de la propriété lucrative, tu vois, est-ce que c'est audible? Est-ce qu'il ne faut pas adapter un minima à cette radicalité? C'est une vraie question stratégique, tu vois. Je suis d'accord que les mots d'ordre de la France Insoumise peuvent être largement plus radicaux. Je crois que sur le programme, le Parti communiste est plus radical d'ailleurs que l'AFI. Ça parle de nationalisation, etc. Là où l'AFI botte un peu en touche. Parce que moi j'ai en tête, voilà, je sais pas, les camarades, ce qu'on appelle le gauchisme, qui arrive avec des mots d'ordre abolitionnistes ou que sais-je. Bon, c'est pas toujours adapté et c'est critiquable, quoi. Sur la question du programme, moi je pense que non, il ne faut pas adapter la radicalité d'un programme, c'est-à-dire faire des compromis sur les mesures qui seraient vraiment essentielles en fait pour transformer complètement, enfin pour défendre les conditions de travail et de vie des gens. Par contre, en effet, il y a quand même une question de comment du coup on connecte les revendications immédiates des travailleurs et de la jeunesse à la nécessité du coup de rompre de manière révolutionnaire en fait avec le système capitaliste dans lequel on est. Et pour cela, du coup, par exemple dans la situation actuelle
actuelle. On fait face à des plans de licenciement massifs, de fermeture de sites. Qu'est-ce qu'on devrait apporter comme mot d'ordre? Ce serait l'occupation, la grève reconductible dans ces secteurs et l'occupation des lieux de travail par les travailleurs en fait. Et face justement aux patrons qui diraient mais en fait on n'a pas assez d'argent pour maintenir les salaires, pour laisser les secteurs ouverts, on devrait leur dire regardons les comptes, ouvrez-nous en fait au livre de compte, qu'on regarde les finances de l'entreprise et qu'on juge concrètement de où est l'argent. Et l'argent il est dans la poche des patrons et c'est là du coup où on avance des mesures comme l'expropriation, la nationalisation de ces secteurs. En fait. Est-ce qu'on pourrait tomber d'accord sur le fait qu'il faut des revendications à court terme, là tout de suite maintenant, et toujours rappeler la perspective? L'articulation des deux, peut-être que stratégiquement au niveau de la communication politique, moi je pense que c'est adapté, je sais pas. Toujours viser, articuler, court terme, long terme. C'est l'esprit du programme de transition de Trotsky qui lui faisait la distinction entre les anciens programmes du mouvement ouvrier qui avait programme immédiat de revendication à très court terme et puis les jours de fête, le 1er mai sous le drapeau rouge on parlait du socialisme. Trotsky il dit non, il faut... c'est l'esprit du programme en 1938 et l'esprit de notre programme aujourd'hui en 2024, il est différent, il fait le pont, comme disait ma camarade, entre les revendications immédiates et la perspective de la lutte pour une autre société. Une dernière revendication que nous on met en avant, que le mouvement ouvrier n'avance pas mais qu'il devrait avancer, on conclut. La démission d'Emmanuel Macron et l'instauration d'un gouvernement des travailleurs.